Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Bonjour Youssef. Bonjour Vanna. Comment allez-vous déjà en premier lieu ? Très bien, il fait beau, Oui. c'est génial. Aucune raison de... Tout à fait, on n'a pas à se plaindre. Exactement. Donc déjà, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. Nous sommes très heureux de vous recevoir. De même, merci. Donc pour commencer, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourrez vous présenter brièvement ? Très bien, avec grand plaisir. Donc Youssef Belalia El Garbaoui, fondateur du cabinet Edelweiss Property. On existe depuis 10 ans, à peu près 11 ans. On intervient dans l'immobilier commercial. J'ai monté ce cabinet, je ne vais pas dire par coïncidence, mais par opportunité. Sans le faire exprès, j'avais contribué à une vente immobilière et je trouvais que c'était génial. Je me suis dit, ça c'est un super métier, j'aime bien. Ça coïncidait avec un contexte où il y avait la crise des subprimes, il n'y avait pas beaucoup de travail, j'avais très peu de perspectives professionnelles. Et puis de nature un peu aventurière, un peu va de l'avant, je me suis dit, je vais créer une boîte. J'avais zéro expérience, zéro réseau et pourtant je l'ai fait. C'était un pari fou qui m'a valu quelques années de souffrance. Parce que l'immobilier est un vrai métier, j'avais pas d'expertise, j'avais pas le savoir-faire, j'avais pas le réseau. Et le temps de constituer tout cela, je suis passé par plusieurs étapes où j'apprenais à sculpter ce personnage professionnel qui est devant vous aujourd'hui. Voilà. D'accord, c'est très intéressant. D'ailleurs, on va rentrer dans le détail, si vous le voulez bien, Avec plaisir. par rapport à ce parcours qui a l'air très inspirant. Déjà, on va faire un bond dans le passé. Comme vous savez, notre podcast s'intitule Avenir, donc on va doucement aller du passé en passant par le présent pour aller vers le futur. Est-ce que vous pouvez en premier lieu nous parler de votre enfance, l'environnement dans lequel vous avez grandi ? Très bien, avec plaisir. Donc je suis né de l'autre rive de la Méditerranée, dans un pays qui s'appelle le Maroc, dans une famille très chaleureuse, avec 2 frères, j'étais le deuxième, des parents qui étaient fonctionnaires avec l'État, une petite enfance sympathique, ponctuée par l'équitation, puis le centre de musique. J'avais une petite nature, on va dire, créative. Donc j'aimais beaucoup la musique, la création. Et après cela, collège, lycée, parcours hyper classique. J'ai eu mon bac et suite à cela, je suis venu en France pour continuer mes études. J'ai intégré une école hôtelière qui est une excellente école qui s'appelle le lycée René Offray, qui se trouve à Clichy. J'avais vocation à faire la cuisine parce que j'aime beaucoup la cuisine. Et donc, quelques stages à l'étranger, un petit parcours en Chine qui m'a permis de travailler un petit peu le mandarin, puis une expérience sympathique en Allemagne, toujours dans la restauration. Et après cela, j'avais un penchant également pour les tableaux. J'adorais tout ce qui était bilan, tout ce qui est compte de résultats. J'avais des bonnes notes. Je m'entendais très bien avec mon prof qui m'a conseillé de continuer, de poursuivre mes études. J'ai intégré l'UPEC, l'université Paris-Est-Créteil, où j'ai préparé une licence et une maîtrise en administration gestion des entreprises. Et puis j'ai commencé un MBA, j'étais un peu... un MBA... Bon, c'était pas hyper excitant comme formation, c'était pas le vrai exécutif MBA ou un vrai MBA. Et donc j'ai dû arrêter. Et à ce moment-là, j'avais un job d'étudiant où j'étais barman, je travaillais la nuit. Et ça coïncidait avec le moment où j'avais réalisé justement cette vente immobilière dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est là où a commencé mon parcours de professionnel de l'immobilier, ou plutôt d'apprenti professionnel à son propre compte dans l'immobilier. Donc j'ai décidé de créer la société. Je bossais la nuit, c'était un travail qui était très fatigant, un travail alimentaire, mais qui m'a permis aujourd'hui, j'ai énormément de reconnaissance pour cette période qui m'a permis de me construire. Et donc c'est là où j'ai mis un petit peu d'argent de côté, où j'ai monté ma structure. Et il a fallu à un moment donné faire les deux, à savoir gérer la structure immobilière parce que j'avais pas de réseau, j'avais pas de savoir-faire, ça me rapportait rien du tout. Limite, ça me coûtait de l'argent parce que je travaillais la nuit, j'injectais ce que ça me rapportait la nuit parfois pour couvrir un petit découvert, payer une facture téléphonique. Ça a mis quelques temps à se goupiller, le temps d'apprendre un petit peu le métier, parce que la première transaction, c'était, on va dire, la chance du débutant, mais une fois que j'étais dans le bain, j'ai compris que c'était pas un métier de pokerman, de chanceux, c'était un vrai métier, qu'il y avait énormément de travail. Et ça a duré quelques années comme ça, où j'ai cumulé 2 activités, parfois 3 à 4 à 5. Je vous expliquerai par après à quel moment j'ai été amené à faire 4 activités en même temps. Et puis petit à petit, l'expérience rentre, le réseau se construit.
Et puis les affaires commencent à se faire une après l'autre, dans une dynamique un peu molle. C'était pas une explosion. Et après cela, j'étais confronté à une deuxième problématique. Certes, pour prospecter, pour développer l'approche commerciale, convaincre des propriétaires pour qu'ils nous confient la vente du bien immobilier ou la location, à un moment donné, ça allait, j'avais compris le système, mais le problème était sur les compétences techniques. C'est un client qui nous pose une question, est-ce que la SCI a l'IS ou à l'IR, combien d'années là, dans des questions un peu techniques, j'étais bloqué. Et en 2017, j'ai décidé de reprendre les études. Je me suis inscrit à l'IAE Gustave Eiffel, une excellente formation qui m'a vraiment sculpté au sens, on va dire, technique par rapport à mes connaissances dans l'immobilier. Ça a été le tremplin qui m'a permis d'élargir ma vision, d'avoir une approche plus généraliste, et puis pouvoir avoir plus de tiroirs à solutions à proposer à mes clients. Et je me rappelle, c'était une formation qui était un peu coûteuse, mais que j'ai amorti très vite. Je l'ai dû l'amortir en 15 minutes dans une négociation parce que j'avais appris des choses pendant la formation que j'ai dû mettre en application chez le notaire dans une situation qui était bien partie pour ne pas se faire. Mais justement, cette formation m'a permis d'ouvrir mes horizons et puis d'avoir plus cette capacité d'être un solution provider. Et puis ça s'est fait et là c'était le tremplin et là ça commençait à être la stabilité au sens d'un nombre d'affaires qui se fait de manière récurrente et puis aspirer à recruter, à former une équipe et puis à faire quelque chose de plus sympa et de graver le nom d'Edelweiss Property sur Paris. Ouais, super, c'est un très beau parcours et d'ailleurs dans la construction de ce parcours entre votre profil d'étudiant, donc vous avez dit que vous avez cumulé 4 activités en même temps. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail ? Avec plaisir. Donc, comme je vous ai dit, j'avais un job d'étudiant qui me permettait de survivre le temps d'essayer. Et à côté, j'espérais, je travaillais, je courais, je cavalais pour faire des affaires dans l'immobilier, mais c'était pas évident. Et à un moment donné, donc j'ai arrêté de travailler en tant que barman parce que c'était usant comme travail, sachant que je faisais 4 à 5 heures, 5 soirs par semaine, à raison de 10 heures, ça faisait 50 heures de travail, plus il fallait bosser dans l'immobilier et faire du chiffre, et j'étais tributaire de ce travail, et tant que l'immobilier ne me rapportait pas, je ne pouvais rien faire, il fallait que je bosse, donc c'était un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de travailler en tant que barman, de réduire mes horaires de travail, donc je suis passé veilleur de nuit dans un établissement parisien, dans le quartier des Batignolles, où je faisais beaucoup moins d'heures, je faisais 24 heures. Et je vous fais une petite confidence, il m'arrivait parfois de dormir, donc c'était beaucoup moins laborieux que l'activité de barman. Ok. Et à côté de ça, j'avais intégré un centre de formation où j'étais formateur. Étant, je ne vais pas dire que je suis excellent, mais je me débrouille très bien. Et puis on a cet aspect pédagogie chez Edelweiss Property. Toutes les semaines, on organise une formation autour d'une thématique spécifique. On pourra en revenir tout à l'heure, parce que je pense que les commerciaux, c'est une valeur ajoutée lorsqu'ils ont un savoir-faire technique, lorsqu'ils connaissent la fiscalité, le juridique, le financier, évidemment, ils auront plus d'armes dans leur étui pour trouver des solutions. Donc, je vous disais, j'avais cette activité dans l'hôtel, j'avais l'activité d'Edelweiss Property, je préparais mon master en gestion de patrimoine, j'enseignais, et puis à côté de cela, je rédigeais mon mémoire d'ailleurs qui portait sur les locaux commerciaux, sur l'investissement dans la pierre commerciale. Donc là, c'était une année un peu difficile, c'était en 2017, mais qui m'a permis de construire énormément de choses pour l'avenir. On en reparlera tout à l'heure, je sais que c'est la partie finale, mais ça m'a reconstruit au sens, je dis tout le temps à mes amis dans un sens de partage ou aux personnes qui me demandent le conseil, je dis qu'il faut construire votre personnalité professionnelle. Et lorsqu'on parle de personnalité professionnelle, il y a le mot personnalité. Ça va être tout ce qui est savoir-être, tout ce qui est comportement, tout ce qui va concerner le développement, comment on appelle ça déjà, développement personnel, tout ce qui est mindset. Et il y a l'autre partie qui va être professionnelle. Là, on va rentrer dans la technicité qui est spécifique à un métier précis. Et justement, cette année qui était très difficile m'a permis de sculpter cette personnalité professionnelle qui aujourd'hui, par rapport à mes espérances quand j'ai commencé le métier, j'éprouve une satisfaction qui n'est pas encore pleine parce qu'autrement on s'arrête. Il faut toujours viser plus haut et essayer de faire plus grand. Mais en tout cas, je suis très content et très satisfait.
Justement, en parlant de satisfaction, vous vous êtes accroché à votre projet, celui de l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous attire dans l'immobilier, qu'est-ce qui vous a attiré et qui a fait que finalement vous êtes quand même battu pour pouvoir arriver où vous en êtes aujourd'hui? Très bien. Donc aujourd'hui, l'immobilier est une passion. C'est quelque chose que j'ai appris à aimer, que j'aime beaucoup et mes amis me disent, toi, ta vie, le jour où tu mourras, tu auras un bail entre les mains. Donc l'immobilier, voilà, c'est une passion. Pourquoi je me suis accroché, on va dire, c'est un petit peu ma nature, c'est ce côté, on lâche jamais rien, puis on se bat jusqu'à la fin. Mais l'immobilier, c'est le sens du contact, tout d'abord. C'est les solutions qu'on peut apporter aux gens. C'est les rencontres qu'on peut faire. C'est aussi, on va pas se mentir, c'est un métier qui rapporte lorsque ça marche bien. Moi, quand je l'ai commencé, c'était par une coïncidence qui m'avait rapporté, je me rappelle plus, mais quelques milliers de 1000 ou 2000 euros. J'étais étudiant, j'avais contribué à faire une affaire et j'ai pris une commission d'apporteur d'affaires. Je trouvais ça génial. Donc la première motivation, pour être honnête, c'était l'aspect pécunier, mais aussi cet aspect facilitateur d'affaires, intermédiaire, négociation que je trouvais excitant. Mais avec le temps, j'ai compris que on fait la différence en trouvant des solutions, parce qu'un vendeur ou un acheteur a une problématique d'ordre immobilier ou d'ordre fiscal ou d'ordre, peu importe, de transmission, de vente, d'ordre patrimonial. Et c'est en lui apportant la solution que les affaires se font, et c'est justement ce qui me fait aimer l'immobilier, c'est de pouvoir apporter des solutions. Ouais, super, et ce vrai côté humain qui ressort. Complètement. Complètement. Chez nous, c'est quelque chose qui est très important. J'ai vu que vous aviez regardé sur mon LinkedIn tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez perçu. J'ai fait, toutes les rencontres qu'on fait sont magiques. Toutes les personnes qu'on rencontre ont quelque chose à nous apprendre, ou du moins on a quelque chose à apprendre à travers l'expérience qu'on partage avec eux. Toujours un travail de remise en question et puis d'essayer de... Parce que, certes, même une affaire qui casse, il y a quelque chose à apprendre. On se pose des questions, on se remet en question. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça casse ? Et ce n'est que comme ça qu'on continue à sculpter et à forger cette personnalité professionnelle. Et par rapport à LinkedIn, je vous disais, j'avais un client qui est d'origine italienne, qui s'est retrouvé tout seul la veille de Noël à Paris. Sa famille était en Italie. Et puis malheureusement, les notaires, pendant cette période, n'ont pas pu honorer la date pour pouvoir signer, qui rentre chez lui fêter Noël en famille. Et donc du coup, on l'a invité pour le dîner de Noël. On a trouvé ça très sympa. Et puis c'était une discussion humaine. On n'avait plus à parler à faire, ni business, ni quoi que ce soit. C'était envoyer derrière la facette de la personne avec qui on était en négociation, qui se protégeait, qui va pas tout dire. Et là, il y avait plus d'enjeu et c'était très très sympa. Et ce moment m'avait touché. Du coup, on avait pris une petite photo qu'on a partagée sur LinkedIn. C'est vraiment quelque chose de génial. Et c'est ce qui me fait aimer encore plus le métier de l'immobilier, c'est l'humain. Super, c'est très beau. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander quelle est votre vision aujourd'hui de l'immobilier en France ? Quelle est votre vision en tant que professionnel de l'immobilier et comment est-ce que vous percevez le marché aujourd'hui ? Très bien. Donc, il y a eu quelque chose qui arrivait quand même, qui s'appelle le Covid, qui a bouleversé nos habitudes, nos usages des actifs immobiliers, que ce soit le local commercial, le bureau, peu importe, tout a été bouleversé. Ça a bouleversé également les valeurs locatives. Ça a bouleversé plein de commerçants qui se sont retrouvés en difficulté. L'État a bien fait, a fait son mieux et a très bien fait justement. Moi, je connais beaucoup de commerçants qui n'ont survécu que grâce aux aides de l'État. Donc, vive la France, bien évidemment. Ma vision aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs événements mondiaux qui s'accélèrent et qui font que ça chamboule très très vite. On a eu le Covid. Aujourd'hui, on a la guerre, on a la flambée des prix de la matière première, donc tout ce qui est construction d'immeubles, l'aluminium, le fer, le ciment, toute la matière première est en train de flamber, quoi. Et les restaurateurs aujourd'hui ont une problématique, s'ils n'augmentent pas leur prix, ils perdent parce qu'il y a des produits qui ont pris 200-300%. Donc il y a Internet qui va venir concurrencer les petites boutiques de quartier. Ma vision, je ne vais pas vous dire qu'elle est noire, pas du tout. Ma vision, c'est qu'il faut avoir une capacité d'adaptation très très forte et ce ne sont que les commerçants qui vont s'adapter, qui vont pouvoir trouver des solutions, des nouveaux concepts, qui vont pouvoir rester la petite boutique classique
Je pense que malheureusement, il va lui arriver le même destin que les dinosaures, elle va disparaître. Après, ceux les plus forts qui vont pouvoir s'adapter, qui vont pouvoir proposer de nouveaux services, faire la différence, c'est ceux-là qui pourront éventuellement rester. Après, la nature a horreur du vide. Tant qu'il y a des locaux, il y aura des choses à faire dedans. Tant qu'il y a des bureaux, il y aura des choses à faire dedans. Et justement, c'est un autre business, la retransformation des bureaux en habitation. Donc voilà, je pense que c'est un métier dans lequel il faut beaucoup de solutions, beaucoup d'imagination et beaucoup d'adaptation. Il y a encore énormément de travail là-dessus. D'accord. Alors du coup, on va maintenant passer à votre entreprise, donc qui est Edelweiss Property. Tout à fait. Je prononce bien. Exact. Est-ce que vous pouvez, vous en avez parlé déjà, mais peut-être plus en détail, parce que c'est très intéressant, tout est parti d'une vente que vous avez faite, ça vous a accroché à l'immobilier, vous avez décidé d'entreprendre, vous êtes battu pour pouvoir monter cette entreprise. Donc, quelles ont été les étapes de la création de votre entreprise et est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Comment est-ce que vous les avez surmontées? Très bien. Donc, Edelweiss, c'est une fleur. D'accord. Voilà, je ne savais pas. Qui pousse dans les Alpes. Et mon grand-père, qui était marocain, avait fait le débarquement en Provence avec l'armée française. Et il avait été blessé par balle et il a passé une période de convalescence dans les Alpes. Et puis, il est tombé amoureux de cette fleur qui s'appelle Edelweiss. En rentrant au Maroc, dans la petite ville d'Ifrane, il avait comme souhait de construire une résidence qu'il aurait appelée Edelweiss. Il ne l'a jamais fait. Et en sa mémoire, parce que je n'avais pas réussi à assister à son enterrement, il était décédé en 2004 ou 2005, je ne me rappelle plus, je pense en 2005. Et donc en honneur de sa mémoire, j'ai appelé cette structure Edelweiss. Quand je l'ai créée, je voulais faire de l'immobilier, mais quel immobilier? Je ne savais pas. Je ne connaissais même pas les acteurs du marché, je n'avais aucune expérience, je ne savais pas ce que c'était un bail commercial, ni rien du tout. J'avais fait des rencontres sympathiques avec des professionnels de l'immobilier avec qui j'étais amené à travailler en intercabinet. Et puis petit à petit, en posant des bonnes questions, en lisant des livres, en regardant sur Internet, on apprend, parce que tout s'apprend dans la vie. Il n'y a rien qui est... surtout aujourd'hui avec Internet, ça, à condition d'aller sur les bons supports, parce que parfois sur Internet, attention, il y a des charlatans. Donc petit à petit, j'ai appris. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'étais étudiant, j'ai fait de la restauration, j'aimais les bilans, donc le milieu de la restauration, les bilans, les tableaux, les comptes de résultats, tout ça, ça m'inspirait, ça me parlait. Quand j'ai compris un petit peu le système général, j'ai décidé de m'orienter vers l'immobilier commercial, le B2B, qui me va bien, que je trouve qu'il y a un esprit qui me convient, j'aime bien quand ça va vite, j'aime bien quand parler business to business. J'ai essayé le B2C, c'était un peu plus compliqué. Je trouve que le B2B me convient plus par rapport à ma personnalité, donc j'ai orienté Edelweiss Property dans ce sens-là, pour faire de l'immobilier commercial. Je travaillais tout seul, parfois j'avais un stagiaire qui venait pour une période de 3 ou 4 mois pour donner un petit coup de main. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à travailler en binôme. Et ça allait, c'était une petite structure qui me permettait de réaliser un chiffre d'affaires moyen et puis de vivre de manière moyenne sans aucune exubérance. Et puis au moment où le Covid, on a eu le premier confinement, la fête, la chaise musicale s'est arrêtée, il n'y a plus de musique, donc il a fallu trouver une chaise. Et c'est là où j'ai compris que mon système, mon organisation n'était pas viable. Quand bien même entre-temps j'avais fait quelques affaires et puis avec le master que j'avais préparé, toutes les connaissances que j'avais engrangées, ça m'avait aidé à travailler mieux. Mais le système classique qui repose sur un petit réseau, le bon coin et puis un petit peu de terrain. Mais bon, le terrain, ça s'essouffle parce qu'à un moment donné, il pleut, il neige, ou il fait froid, ou on est fatigué, ou on est malade, ou on n'a pas le moral, peu importe. Je me suis dit que ce système-là n'était pas viable sur le long terme et qu'il fallait trouver une alternative et que pour survivre, il fallait justement grossir et puis prendre plus de parts dans le marché. À ce moment-là, on a eu l'idée de construire une base de données avec énormément de data immobilière et de monter le robot simulateur. Aujourd'hui, si vous allez sur Google et que vous cherchez à combien vous pouvez louer un local commercial, malheureusement, Google aujourd'hui, il y aura quelqu'un qui vous répondra, mais il y a encore une semaine, il n'y avait personne pour répondre à cette question. Et on a monté un robot qui s'appelle Immobot,
qu'on a lancé le 9 mai à Chypre avec toute l'équipe. Tout à fait. Donc on a lancé ce robot. Et aujourd'hui, comment je vois Edelweiss ? Je vois Edelweiss avec la manière qu'on bosse classiquement. On a un workflow qui est très sympa, ou qui repose principalement sur un outil qui est génial qui s'appelle Telescope. On travaille avec des CRM en interne, des logiciels de phoning, des logiciels de mailing. Donc ça nous a vraiment permis de structurer notre back-office et d'avoir la capacité d'absorber plus de commerciaux. Parce que si on a 2 commerciaux, qu'on a le Bon Coin, un annuaire téléphonique et un portable, et puis on leur donne des flyers, on leur dit allez faites le terrain, c'est une manière de faire qui a marché pendant plusieurs années, que beaucoup d'agences ont développé d'une manière excellente. Malheureusement, on n'a pas su faire. On a décidé de passer au numérique, de digitaliser, et puis de également mettre du digital dans notre prospection terrain qui repose, comme je vous ai dit, sur des outils de data, et créer un univers de prospection en back-office où ce sont les commerciaux qui vont trouver les produits, et à côté de ça, créer un univers où ce sont les clients qui viennent vers nous, et justement, pour avoir ces clients, on a créé Imobot. D'accord. Donc là, du coup, Imobot, si j'ai bien compris, c'est dans une perspective de B2C ? C'est une perspective de... En fait, Imobot, c'est un robot. On lui pose la question à combien je peux louer mon local commercial, ou combien je peux vendre mon local commercial, et il vous répond en 2 minutes. Ça paraît très court, mais on a mis 4 ans à le mettre en place. Voilà. Il va être orienté vers qui ? Vers un bailleur qui peut se poser la question à combien je peux louer mon local commercial, un promoteur qui est en train de construire un immeuble et il se pose des questions sur l'affectation des pieds d'immeuble. Est-ce que ça va être de l'habitation ou du commerce ? En 2 minutes, on peut lui donner une idée sur le prix auquel se vendraient ces locaux commerciaux, et à ce moment-là, il va décider, il va dire c'est peut-être plus opportun de faire du commerce ou de l'habitation en fonction des résultats. Il va s'orienter vers les porteurs de projets, quelqu'un qui souhaite monter un restaurant dans la ville de Clichy, de 80 mètres carrés, dans une zone très commerçante, il aura une idée sur le montant du loyer qui devra être alloué à cette opération. Il s'oriente également aux agences immobilières qui ne sont pas spécialisées, qui ne font pas de l'immobilier commercial. Ça peut être un outil qui va leur donner de l'information et également nous permettre à nous de rentrer en contact avec eux et d'étudier l'éventualité de mettre en place un partenariat en intercabinet. Et puis il s'intéresse à beaucoup d'autres personnes que je n'ai pas imaginées ou peut-être que je n'ai pas citées tout de suite, mais tout le monde peut l'utiliser, c'est gratuit. Il suffit d'aller sur notre site web et puis de cliquer sur le petit robot, je loue mon local ou je vends mon local, et tout de suite vous avez la réponse. L'idée, ce robot, en fait, aujourd'hui, il fait partie de nous, il est dans l'équipe, et on va le faire évoluer. Exactement, chaque année on fêtera son anniversaire, on verra. Super. Ça sera dans le cadre d'un team building. Là, cette année, on était à Chypre. L'année prochaine, on verra comment ça va se passer. Et le but, c'est de le faire évoluer tant sur l'aspect technique, avec les bases de données, puis les algorithmes, les modalités de calcul et tout ce qui s'ensuit. Et également sur l'aspect esthétique, comme un petit peu, je ne sais pas si vous avez connu les Pokémon. Oui. Voilà, donc quand j'étais petit, je regardais les Pokémon, et le but, c'est à chaque fois, il va évoluer. Par exemple, demain, demain, par exemple, si on rajoute une nouvelle zone géographique, il aura plus de force, et si on rajoute plus de précision, il sera plus aiguisé. Et en fonction de ça, on verra avec notre graphiste, on travaillera en interne pour à chaque fois lui donner une nouvelle forme. Ok, c'est super, c'est très ingénieux, ça s'inscrit vraiment dans l'air du temps, donc c'est super. Et du coup, je reviens sur un point que vous avez dit tout à l'heure qui est assez intéressant. Vous aviez dit que dans votre entreprise, il y avait une formation par semaine sur une thématique. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce système de formation ? Ce système de formation, aujourd'hui, le titulaire de la carte T doit faire une formation obligatoire, doit avoir un parcours soit en BTS immobilier ou au minimum un bac plus 3 dans des disciplines d'économie, de droit, juridique et tout. Donc ça tient la route. Et puis à chaque renouvellement de carte T, il est obligé de faire des formations, ce qui est très bien, ce qui est excellent, parce que ça garantit une qualité minimale de connaissances que le professionnel aura. Mais par contre, les titulaires de carte blanche qui travaillent sous la casquette du titulaire de la carte T n'ont pas forcément besoin de valider des heures de formation. Et je trouve que c'est une... Je ne vais pas commenter parce que je ne suis pas commentateur
de la loi, je ne vais pas dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais j'essaie justement de faire de la différence. Grâce à ce levier, je me dis que si mes concurrents n'investissent pas beaucoup dans la formation de leurs commerciaux, c'est là où nous, on fera de la différence. Et c'est là où on va augmenter le savoir-faire de nos commerciaux. Bien évidemment, dans le cadre de nos valeurs, où l'humain a une importance qui est capitale et cruciale. Et ce n'est qu'avec ça qu'on pourrait être plus concurrentiel et avoir une force de frappe et puis des leviers concurrentiels plus importants. Oui, donc l'enseignement, il a quand même une valeur assez forte de votre vie de tous les jours, de votre façon de faire. Tout à fait, et puis pour avoir été prof, comme je vous ai dit tout à l'heure. En plus. Donc c'est quelque chose... moi j'ai été prof pas pour des raisons financières, je l'avais fait pour 4 ou 8 heures par semaine, entre 4 et 8, je ne me rappelle plus, plus par passion, plus par l'amour du partage, la transmission. Et puis malheureusement, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et donc j'ai dû laisser tomber. Et puis je me suis rabattu au sein des Device Property dans l'équipe pour justement donner des formations dans l'équipe. Et ça donne des fruits. On a des stagiaires par exemple qui viennent et puis c'est drôle de les voir justement s'investir et de parler, puis de poser des questions un peu techniques, d'essayer d'imaginer des solutions. Et on a un stagiaire qui reste avec nous 2 mois et demi l'année dernière. Au bout d'un mois, il avait réussi à nous faire une signature de mur. On a des alternantes, une que je salue d'ailleurs, je salue toute l'équipe. On a une alternante qui a signé sa première vente il y a quelques semaines. Super. Une autre alternante qui est sur 3 ventes. Et justement, c'est parce que les gens sont impliqués, sont formés. Si demain je vous demande de faire quelque chose sans vous expliquer la raison, ça va être frustrant, ça va être une tâche. Mais si je vous explique la raison et la finalité et je vous inscris dans le projet, ça va être une mission, ça va être quelque chose que justement vous allez faire avec beaucoup plus de responsabilité et avec des capacités d'adaptation beaucoup plus fortes, parce que si jamais ça change ou qu'il y a un problème, vous seriez au courant de tout et puis vous allez pouvoir vous adapter, proposer une autre alternative, une autre solution, et même ça sera un environnement qui va permettre à votre esprit de croître et d'avoir une vision plus large. Et d'où la vision aussi du Pokémon qui évolue. Exactement, c'est pour lui donner un caractère personne physique. Et je vous avais pas tout dit à ce propos. On verra comment ça se passe, mais peut-être on le fera passer en NFT. Ah. Il aura son propre code et à chaque évolution, un NFT. On se dit, en tout cas, c'est un petit personnage à qui on tient et on le fera évoluer et puis on s'occupera de lui comme il faut et en espérant qu'il répondra aux attentes des utilisateurs. Ah, c'est super. On va parler de votre rôle au sein de votre entreprise. Donc vous êtes aujourd'hui le fondateur. Comment est-ce que... c'est quoi une journée type pour vous aujourd'hui ? Très bien. Je vous parle de la structure, ça va être plus simple. Oui. Et après, je parlerai d'une journée type. Avec plaisir. Voilà. La structure, on est structuré de la manière suivante. On a un back-office. Le back-office, il y a l'organisation, on va dire au sens digital. C'est un workflow avec plusieurs outils. Et il y a les personnes physiques qui, justement, animent ce back-office. Leur mission, c'est de prospecter, de trouver des biens, de développer des partenariats et d'avoir un stock. On a le middle office, c'est là où qui nécessite un petit peu d'expertise et là où j'interviens. C'est pour prendre les produits qu'on a à la vente et les auditer, voir si ça vaut la peine, si c'est trop cher, s'il y a trop de concurrence dessus, si on peut le vendre bien, s'il y a des stratégies de commercialisation à mettre en place. Et en fonction, une fois que c'est OK, à ce moment-là, on passe au front office où il y a le commercial. Les journées types, je n'ai pas de journée type. Là, le mois dernier, j'avais des journées qui allaient de 12 à 17 heures, c'était le pic. Pas d'heures de travail par jour parce qu'on était en train de lancer Immobot et c'était un investissement qui était très grand. Mais classiquement, j'arrive au bureau, je fais le point avec je salue tout le monde, je fais le point avec tout le monde. Les personnes qui sont au back-office ont fait un petit compte rendu rapide pour voir s'il y a des touches, s'il y a des rendez-vous à prendre. Et puis, la personne qui est au développement, pareil. On a les notaires à relancer, on a les clients à relancer, des négociations à mener, des petites choses à rafistoler, toujours dans des pièces qui manquent, tout ce qui s'ensuit. Et puis, tous les lundis matin, réunion, tous les vendredis, fin de journée, une petite formation d'1 heure. Ok, super.
On va un peu plus se tourner maintenant vers du coup l'avenir. Mais déjà, j'aimerais vous demander, avec tout ce parcours, ce beau parcours inspirant, quelle est votre plus grande fierté aujourd'hui dans tout ce que vous avez accompli, personnel ou professionnel, hein? Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est je suis très fier quand je vois des stagiaires et des alternants réussir des signatures. Ça me donne beaucoup de force, ça me rassure et je me dis que la structure est viable et que des commerciaux avertis pourront travailler chez Edelweiss Property, qu'on a réussi à créer une structure parisienne qui aujourd'hui est très petite, mais ça m'inquiète pas du tout. Elle a vocation à se transformer, à grossir, comme Immobot a vocation à grossir. D'accord. J'ai vu que vous aviez ce qu'on appelle des commandements au sein de Edelweiss Property. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Comme je vous ai dit, c'est à travers le temps et à travers les expériences qu'on a sculpté Edelweiss Property, que je me suis sculpté, voilà. Et à travers cette expérience, il y avait plusieurs fois où on sortait une petite leçon, une petite morale. Et un jour, une personne qui travaille avec nous m'a suggéré l'idée de faire les 10 commandements d'Edelweiss Property, à savoir regrouper l'ensemble de ces petites phrases que je répétais parfois et en faire un commandement que l'on peut partager. Donc le premier, c'est « je ne suis pas obligé de tout vendre ». Okay. Pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé l'immobilier, j'avais un mandat, j'étais super content, j'avais 5 mandats. Pour moi, c'était 5 ventes qui allaient se réaliser, que c'était génial et je peux me l'épuiser, je perdais mon temps à la fin. Les produits étaient soit trop chers, soit il n'y avait pas d'acheteurs pour ces typologies de produits parce que X, Y, Z, problématique. Donc du coup, je ne suis pas obligé de tout vendre. Demain, je vais voir un propriétaire de fonds de commerce et il me dit que son bail n'a pas encore été renouvelé, qu'il a des problèmes avec son bailleur mais qu'il souhaite vendre. Bien évidemment que je vais passer mon chemin. Je reviendrai lorsque ça sera clarifié. Alors que quand j'ai commencé, le métier, je savais pas. Enfin, je faisais des erreurs techniques de ce genre et je perdais mon énergie. Donc première chose, je ne suis pas obligé de tout vendre. La deuxième, je ne réfléchis pas à la place des autres. Je ne réfléchis pas à la place des autres. Ça m'est arrivé une fois de casser une vente moi-même, intermédiaire, qui était censée faciliter l'affaire. Je l'ai cassée parce que j'ai réfléchi à la place du vendeur. Okay. Et donc j'ai dit que ce prix allait passer, que c'était certain. Et finalement, le prix n'était pas passé. Et je me suis retrouvé dans une posture où j'allais perdre la face parce que j'assurais à l'acheteur que le prix passait. J'ai pas réussi à revenir vers lui pour lui dire que ça passait pas, qu'il fallait peut-être augmenter son offre. Et du coup, j'ai mal géré la négociation. Il y a eu une grande partie d'ego qui est intervenue et qui m'a fait casser le dossier. Donc j'ai appris à ne plus jamais réfléchir à la place des autres. Le troisième, un panneau, c'est bien. Identifier les clients potentiels, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on met très très peu de panneaux. Du moins, on mettait. Là, on va changer de stratégie. On met 10 panneaux par an sur Paris, ce qui ne représente rien du tout. Au vu de la concurrence, au vu des autres agences immobilières, on n'est pas très branché panneaux. On préfère trouver le client et l'emmener visiter plutôt que mettre un panneau et attendre qu'il nous appelle. On ne le fait pas pour des raisons de logistique, parce que quand un panneau, c'est qu'il y ait quelqu'un derrière le téléphone avec un logiciel qui est en train de prendre des notes, ce qui en soit est très bien, ça permet de constituer un fichier client. Nous, on n'avait pas cette organisation, on n'avait pas la logistique pour le faire, mais surtout que le travail, c'est justement d'aller sur place, de regarder l'emplacement, d'imaginer le candidat qu'il faut installer, l'activité qu'il faut installer, et d'aller le chercher et de venir et de l'installer quand bien même il y a le panneau d'un autre concurrent. C'est quelque chose qui nous arrive souvent. D'accord. Il y a des concurrents qui ont des panneaux, puis on vient et on fait la signature sans avoir à mettre le panneau. Ok. Le quatrième, une bonne affaire est une affaire où tout le monde est content. C'est quelque chose auquel on tient. Bien évidemment que si tout le monde est content, l'agent immobilier est content aussi. Le cinquième, chaque dossier a quelque chose à m'apprendre, toujours dans un esprit de remise en question, ce qu'on avait dit tout à l'heure, et ce n'est que comme ça que, à titre personnel, j'ai pu avancer, in fine, développer Edelweiss Property, bien évidemment, avec toutes les personnes qui sont passées, qui ont passé un peu de temps, que ce soit dans le cadre d'une alternance, un stage ou d'un contrat, et ce n'est que comme ça qu'on a réussi à avancer. Je n'hésite pas à demander pourquoi mes clients ne donnent pas suite à mes propositions commerciales. Ça permet d'aiguiser et d'affiner ma recherche et de comprendre mieux et de mieux m'adapter pour les fois prochaines. Le septième, si un dossier doit casser, il vaut mieux casser dès le début.
Ça, c'est l'agent, Ok. ça, c'est l'agent immobilier en dépression qui parfois va essayer justement de se battre et de porter un dossier qui ne va pas se faire et de forcer. Puis à la fin, ça casse. Bah, si ça doit casser, il vaut mieux le casser dès le début. On perd pas son énergie. On s'investit pas dans une cause qui marchera pas. Faut le savoir aussi. Il faut avoir le flair et avoir cette honnêteté Oui, c'est de se ça. regarder en face et de se dire Ça il ira passe pas, ça passera pas, je préfère. Pourquoi? Parce qu'il y a un financement, parce que l'extraction n'est pas bonne et que moi je le sais, mais j'ose pas le dire au client, parce que lui il a besoin d'un conduit de 400 mm, alors que celui qu'on a ne fait que 200. Et je lui dis pas en espérant qu'il va pas remarquer. Non, non, non. Je préfère tout dire, je préfère être transparent. Si ça doit casser, vaut mieux le casser dès le début, tout est clair, et si on doit avancer, on avance pour ne pas reculer, parce que c'est frustrant, c'est fatigant de travailler, puis à la fin de voir des affaires qui capotent. Je sais que ça casse le moral, et justement c'est pour se protéger qu'on a développé cette attitude. Le 8e, les opportunités ne viennent pas, c'est à moi de les créer. Justement dans un esprit, c'est dans le même esprit qu'on n'est pas très fan du panneau, même si je vous ai dit tout à l'heure, on cherche à être visible sur Paris, donc on va commencer à mettre des panneaux, mais c'est la démarche, c'est être actif dans la recherche, ne pas mettre une annonce et puis attendre que ça se fasse, ou mettre un panneau. C'est justement de provoquer, de chercher et de réfléchir à l'extérieur du box, comme on dit en anglais, think out of the box. En 9, je fais un vrai métier et je mérite mes honoraires. Quand j'ai lancé ma boîte, des fois, je regardais le montant des honoraires et j'avais tellement peur, je me disais, mais c'est impossible, je peux pas gagner tant d'argent sur un dossier. Et psychologiquement, je me sabotais moi-même. Ça, je sais pas si vous y croyez un petit peu, la loi de l'attraction. Si on n'y croit Si. pas trop, on envoie des vibrations pas terribles. Oui. Et justement, ça m'avait fait, j'ai bien évidemment que j'ai beaucoup travaillé sur ça, mais ça m'avait porté un petit peu de tort parfois. Mais ce D'accord. n'est pas dramatique. Mhm. Pourquoi? Parce que toute expérience a quelque chose à nous apprendre, et justement. Exactement. Et le dernier, avoir l'idée, c'est bien. Travailler pour la faire exister, c'est mieux. Vous savez, l'humain, parfois, il a une nature un peu indolente. Et juste parce qu'on a une idée géniale qu'on partage et les gens nous disent « Ah, mais c'est l'idée qui est géniale », on peut s'auto-suffire parce que le cerveau va se dire « Super, j'ai eu ce que je voulais, j'ai eu ma petite récompense ». Et on peut rentrer dans une phase de latence et finalement faire rien. Donc avoir l'idée, c'est bien, mais le plus important, c'est de travailler et de la faire exister. Je trouve que justement, ce 10e commandement, il s'inscrit bien dans une mentalité, dans un mindset finalement d'entrepreneur, ce que vous avez été. Justement, en tant qu'entrepreneur au début, est-ce que vous êtes arrivé avec des peurs, des attendus? Comment est-ce que cette aventure s'est passée pour vous? Très sincèrement, non, c'était peut-être j'étais fou. C'est un pari sur lequel personne n'aurait mis un centime. Zéro réseau, zéro savoir-faire, zéro expérience, un compte à découvert, un compte d'étudiant. Quand on est étudiant, on a souvent un découvert de 600 ou 700 euros, malheureusement. Et non, j'étais peut-être, je ne vais pas dire innocent, un peu what else, whatever. Un peu allez, et alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai lancé, et puis dur, difficile, mais j'y ai toujours cru, je me suis toujours battu. Et puis jusqu'à la première affaire qui est venue me conforter, me dire que ok, il y a moyen de faire du business, il y a moyen de faire de l'argent, qu'il faut travailler plus, il faut restructurer la manière de faire et petit à petit évoluer. Cette évolution, il y a deux aspects, vous savez, à l'entrepreneuriat, ça peut être une formalité administrative qui nécessite quelques centaines d'euros, on va au greffe, on s'inscrit, on a un cabis et hop, on est entrepreneur. Personne ne peut nous enlever cette étiquette parce qu'on est inscrit, voilà. Et il y a l'autre aspect, c'est justement de travailler, de sculpter sa personne et de faire ressurgir un entrepreneur, un businessman avec un mindset de businessman. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des podcasts, j'en avais fait un sur le mindset, comment construire un mindset winner. Juste pour partager très rapidement avec nos auditeurs ma démarche personnelle, qui va être un peu généraliste. Je suis pas en train d'expliquer principalement sur l'orientation entrepreneuriat, mais plus généraliste. Et bien évidemment qu'on peut la calquer sur tous les modèles. À un moment donné dans la vie, quand c'était dur, quand c'était difficile, quand les affaires ne marchaient pas, quand j'étais épuisé parce que je travaillais la nuit, quand je me battais, et pour justement essayer de développer une structure qui me permettrait de vivre
et ne pas être tributaire d'un job et d'être obligé de bosser 70 à 80 heures par semaine. Donc on se retrouve dans une difficulté, et c'est cette difficulté qui va nous pousser à nous remettre en question. Et cette remise en question va être comme une grosse machine, une pelleteuse qui va venir et qui va raser l'immeuble. Le but, c'est de raser toutes les anciennes croyances et de repartir. Une fois qu'on les a rasées, le travail n'est pas fini, c'est la moitié du travail. On a un terrain constructible. Et de revenir sur ce terrain constructible pour reconstruire une nouvelle personne. Et la meilleure des manières que j'ai trouvées de reconstruire une nouvelle personne, c'est de construire les valeurs. Les valeurs, ça serait les piliers de cet immeuble. Et un immeuble sans piliers a vocation à s'écrouler. Les exemples de valeurs qui m'inspirent, la première, c'est que je ne compte que sur moi-même. Malheureusement, il y a des personnes qui comptent sur les autres, et du coup, ils ne vont pas avoir cette niaque, cette énergie d'avancer, parce que ça sera toujours j'attends que l'autre. Ça peut être des parents, ça peut être des amis, ça peut être au sein d'un couple, peu importe. Tout à fait. Voilà. D'autres valeurs, c'est respecter et aimer le travail. Et une troisième valeur, c'est faire ce qu'on aime, surtout. Parce que toutes les personnes qui ont réussi complètement, si on n'est pas passionné, les meilleurs footballeurs aujourd'hui, je vais citer Cristiano Ronaldo, n'est pas le meilleur ou un des meilleurs parce qu'il voulait gagner des millions, mais non, parce qu'il voulait être le meilleur et marquer des buts et donner des passes décisives. Et ce n'est que en faisant ce qu'il aime, en travaillant et en essayant d'être le meilleur le meilleur dans ce qu'il fait, qu'il est passé parmi les meilleurs footballeurs du monde. Voilà. Donc ça, c'est des valeurs. Chacun aura ses valeurs qui lui permettront de construire son mindset. Pour ma part, j'en ai cité quelques-unes, mais il y en a d'autres. Super. Nous allons donc un peu nous tourner vers l'avenir. Donc moi, ma question est, quel est le projet sur le plan personnel ou bien professionnel que vous rêveriez, que vous projetez, que vous prévoyez de réaliser dans les prochaines années? Professionnel, c'est classique, c'est développer Edelweiss Property. J'ai des idées par rapport à Immobot et on va s'investir. J'ai d'autres idées sur un autre projet professionnel. Je vais parler plutôt personnel. Oui, j'aimerais bien apprendre le piano. C'est vrai? Tout à fait. Quand j'étais petit, c'est un bel instrument. Ouais, je vous ai parlé de conservatoire de musique. Malheureusement, j'ai été très mal orienté. J'ai pris la clarinette, qui est un instrument à souffle. Moi, j'adore les instruments à cordes. Et j'ai gratouillé un petit peu quand j'avais 21 ans. J'avais un bouc, une guitare, et puis on se posait dans un parc avec les copains et on chantait, on faisait un petit peu de guitare. Mais avec le temps, ça s'agit et je me dis que le piano, ça peut être sympa. Donc, c'est quelque chose qui me plairait d'apprendre le piano. C'est un beau projet. Mon autre question est, comment voyez-vous le marché immobilier français dans quelques années? L'immobilier français n'est pas compact parce qu'on a l'immobilier parisien, l'immobilier de banlieue, on a les 20 plus grandes villes de province, on a les petites villes. Je vais parler par rapport à ce que nous on fait, à savoir l'immobilier commercial, les locaux commerciaux parisiens et en banlieue également. Les locaux commerciaux ont été très rentables il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Pourquoi ? Parce que l'argent était éparpillé un petit peu partout et que c'était pas un support d'investissement qui était hyper sexy aux yeux des investisseurs. Il y en a beaucoup qui étaient sur les marchés financiers. Crise des subprimes, qu'est-ce qui arrive ? Du coup, on retire toute la liquidité du marché qu'on vient investir dans la pierre commerciale. Du coup, les prix augmentent, les rentabilités baissent. On est dans un marché où les rentabilités ont vocation à baisser. Mais aujourd'hui, on rentre dans une période qui est inflationniste. Et aujourd'hui, je pense que la dette, ça peut rapporter, qu'il faut investir. C'est le meilleur moment d'investir dans l'immobilier, quand bien même les rentabilités ne sont pas folles. Mais avec des bons agents immobiliers qui arrivent à trouver des opérations sympathiques, où il y a un peu de travail, il faut acheter un immeuble, il faut découper, revendre une partie, relouer une autre, et puis extraire un petit support. C'est des détails techniques, mais il y a du travail, il y a moyen de chercher de la rentabilité. Je pense que aujourd'hui, c'est un des moments où il faut investir dans la pierre commerciale. Il faut acheter des locaux commerciaux. D'accord.
C'est très intéressant. Maintenant, une question, ce sera ma dernière, plutôt sur le monde qui nous entoure. Vous avez un parcours très inspirant, vous avez beaucoup appris, vous avez voyagé, vous êtes battu pour ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une équipe et d'une entreprise. Quelle est pour vous la vision du monde et de la société qui nous entoure dans les prochaines années? Comment est-ce que tout ça, selon vous, va devenir? On passe dans une période qui est la numérisation, la digitalisation, la métaverse, tout ce qui s'ensuit. Et après, là je parle à titre perso, hein, c'est pas le fondateur de Edelweiss Property qui parle. Et après, l'humain n'a pas... Je trouve que l'évolution, elle va beaucoup plus vite que l'évolution de l'humain, parce que l'humain, quand il a faim, il a faim. Quand il fait froid, qu'il pleut, il attrape froid. Et quand il boit beaucoup d'eau, il va aux toilettes. Vous voyez, donc... je vais pas dire que ça me fait peur. Je sais pas si vous avez regardé la série qui s'appelle Black Mirror. Ah, quelques épisodes. Mais oui, c'est très sont. Qui est un peu glauque. Oui. Qui est un peu glauque. Moi, je trouve que beaucoup de jeunes, à un âge très très jeune, sont énormément investis dans les réseaux sociaux. Mmh. Et je trouve que c'est pour une société, c'est pas un super modèle que de confier l'éducation ou l'inspiration, le rêve et tout ce qu'on a envie de faire à des jeunes. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle avec des jeunes de 16-17 ans. Ils veulent devenir millionnaires en 2 minutes. Et justement, je me dis que les prochaines générations, bon, je sais pas ce qu'on aura comme... peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils vont être brillants, peut-être que ça sera... Je sais pas du tout. En tout cas, c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu. Mmh. Très bien. Bah écoutez, c'était la fin du podcast. Ma dernière question, en tout cas, je vous remercie d'avoir partagé votre parcours, de vous être ouvert. C'était très intéressant. Mmh. Et puis, on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup de m'avoir invité. Salut à toute l'équipe. Merci. Avec plaisir. C'est la fin de cet épisode d'Avenir. Le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com.